Soyez bienvenus, heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Nous sommes sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de Radio France Internationale, une émission que nous réalisons avec le quotidien français Le Monde. L'invité de cette émission aujourd'hui, Élisabeth Guigou. Merci Madame Guigou d'être avec nous. On connaît votre place dans la vie politique française. Vous avez été ministre de la Justice, ministre de l'Emploi, ministre des Affaires européennes. Et vous êtes aujourd'hui, donc sujet qui va forcément nous intéresser sur ces antennes, vous êtes présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Je vais vous interviewer en compagnie de Sophie Malibaud de Radio France Internationale et de Christophe Chatelot du quotidien Le Monde dont je parlais il y a un instant. Avant peut-être de voir l'actualité internationale très riche au moment où nous nous retrouvons, un mot de commentaire. Vous voyez les unes de la presse française ou internationale. Il y a ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire de la séparation du président de la République avec celle que l'on appelait, fallait-il le faire ou non d'ailleurs, la première dame, Valérie Trierweiler. Vous avez vu ces unes, vous voyez comment au plan international, ces 15 jours ont été marqués par cette affaire. Comment vous réagissez ce matin? Vous êtes soulagée ou indifférente? Non, parce que c'est forcément quelque chose de très douloureux pour les deux personnes qui sont évidemment concernées. Ça l'est toujours, mais ça l'est encore plus en raison de la médiatisation. Donc voilà, on ne peut pas s'empêcher de penser à eux et à elle, parce que bon, c'est quand même... voilà, ça a dû être un choc épouvantable. Et en même temps, moi, je pense en effet que ce statut, enfin cette expression, il n'y a pas de statut, mais de première dame, c'est quelque chose de complètement désuet, et que voilà, si je crois que ça ne s'impose plus du tout d'ailleurs. Valérie Trierweiler était peut-être la dernière première dame dans ce cas. Bon, voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'aucune des premières dames, entre guillemets, précédentes, n'avait été vraiment très à l'aise dans ce rôle. Elle, la première. Voilà, et donc, je crois que c'est bien que, ce serait bien que, voilà, il y ait plus, on parle plus de première dame en France. Le président de la République, lorsqu'il fait des voyages, sont des voyages officiels. Je pense que voilà, c'est très bien. D'ailleurs, dans les autres pays européens, c'est comme ça. Bien sûr. Personne connaît M. Merkel. Enfin, d'ailleurs, c'est pas M. Merkel. C'est pas M. Merkel. Le compagnon de la chancelière. Le mari de la chancelière, que la presse allemande appelle, je crois, le fantôme de l'opéra, parce que... Il l'emmène à l'opéra, oui. Parce que il vient, on le voit lorsqu'il... voilà, ils aiment beaucoup l'opéra tous les deux, donc c'est très bien. Il faut une grande discrétion, je crois que c'est le sens des évolutions nécessaires. C'est une affaire privée, mais qui, à votre avis, est dommageable à causer des dégâts sur l'image de la France à l'étranger? Non, je ne crois pas. Non, très franchement, je n'ai pas du tout senti ça. Il y a une grande curiosité, mais vous voyez très bien, même en France, où on n'accorde pas on n'empiète pas en principe dans la vie privée, les gens sont néanmoins curieux. Donc il y a beaucoup de commentaires dans la presse anglo-saxonne en particulier, mais ça n'affecte pas ni l'image de la France, ni l'image du président de la République. Le parallèle qui a été tiré par certains entre la façon dont il gère ses affaires privées et dont il pourrait gérer la France, ça n'a pas lieu d'être? Non, je ne crois pas. Alors peut-être à propos de clarification, en revenant sur une actualité récente, politique, celle-là, je le rappelais, vous avez été ministre des différents gouvernements Jospin, à des postes importants, je le rappelais, ministre de la Justice, Affaires européennes, Emploi. Lorsque le président de la République s'est clairement revendiqué comme social-démocrate, vous êtes d'accord avec ça, avec cette étiquette? Vous vous reconnaissez dans cette définition politique, ou alors plutôt on revendiquait un socialisme plus marqué, tel qu'il pouvait l'être sous Jospin? Moi, j'ai été heureuse d'entendre ça. D'abord parce que je me sens social-démocrate, socialiste aussi, et social-démocrate, depuis très longtemps. C'est peut-être l'engagement européen qui veut ça. Et je sais qu'au fond, François Hollande était sur cette ligne-là.
Vous savez, au sein du Parti socialiste, vous avez une majorité, ça varie, 70, 75, 80%, ça dépend des périodes, qui est sur cette ligne social-démocrate, ça n'empêche pas d'être socialiste, se dire socialiste. Et puis vous avez une minorité qui n'est pas sur cette ligne, mais elle est très minoritaire. Et depuis que je connais le Parti socialiste, ça fait très très longtemps. C'est un vieux débat. Et donc c'est un recentrage assumé. C'est un recentrage assumé. C'est-à-dire que le président de la République a dit, bon voilà, je suis sur cette ligne social-démocrate. C'était important qu'il le dise parce que ça a une vraie signification sur le plan européen, je crois. Ça veut dire que il y a cette grande famille et qui n'efface pas les clivages, d'ailleurs, entre les libéraux conservateurs d'un côté, aujourd'hui dominants dans l'Union européenne, à la Commission, au Conseil, partout, au Parlement d'ailleurs, et puis les socialistes et sociodémocrates, c'est comme ça que ça s'appelle, il y a un parti socialiste européen qui regroupe les socialistes et sociodémocrates et qui défendent d'autres priorités. Elles peuvent être convergentes à certains moments avec les libéraux conservateurs, mais enfin, c'est bien grâce à ce courant social-démocrate qu'il y a un salaire minimum en Allemagne, c'est bien grâce à eux que maintenant, dans la coalition allemande, il y a 23 milliards d'investissements publics notamment, mais privés aussi, pour rénover les infrastructures, bref, pour soutenir, comme le demande d'ailleurs François Hollande depuis qu'il est élu, pour soutenir la croissance en Europe. Donc, je crois que, j'espère en tout cas, que les élections européennes du 25 mai permettront justement de montrer les différences. Nous voulons tous la reprise de la croissance. Elle est indispensable. Vous avez vu à Davos l'inquiétude quand même sur le fait que l'Europe, bon, ça va mieux, mais enfin, ça stagne un peu. Nous voulons tous. La question est de savoir comment. Eh bien, il y a des différences entre les libéraux conservateurs, d'une part, qui pensent que le marché fera tout. Moi, c'est pas mon point de vue, c'est pas le point de vue des sociodémocrates, c'est d'ailleurs pas le point de vue de François Hollande. Enfin, il l'a dit dès qu'il est arrivé. Il faut des initiatives, mais pas seulement l'État. C'est-à-dire, regardez, on peut conjuguer les initiatives publiques et les initiatives privées. C'est exactement ce qui se fait dans le pacte de compétitivité pour soutenir justement l'activité, mais c'est indispensable. Mais pourquoi est-ce que c'était si difficile à dire et à affirmer, vu que ça semblait un fait évident pour beaucoup? Et est-ce que le fait de le dire correspond à un tournant sur le plan de la politique française? Est-ce qu'à partir de cette déclaration, les choses changent? Et qu'est-ce qui peut changer? Ou alors c'est finalement juste une déclaration? Il faut préciser que François Hollande dit que ce n'est pas un changement, c'est une accélération, lui. Oui. Écoutez, peut-être est-ce que d'abord, c'est vrai que tout le monde au Parti socialiste ne se reconnaît pas là-dedans. Voilà, dans ce vocable social-démocrate. Donc François Hollande qui est... On ajoutait, pardon, il y a quelques années, on disait social traître même, on disait, pour ce positionnement politique, vous vous souvenez? C'est plutôt le langage de la gauche de la du gauche. Parti communiste quand même. C'est vrai. Ou du Front de gauche. Bon, maintenant, parce que j'entends plus trop les communistes le dire, ça. Donc, il est municipal. Voilà. François Hollande est un homme de consensus, de synthèse, il ne voulait sans doute pas choquer ceux qui, au Parti socialiste, ne se reconnaissent pas, je l'ai dit tout à l'heure, minorité, dans le courant social-démocrate. Mais je ne pense pas du tout que ce soit un tournant. Je pense que c'est une clarification de ce qu'est sa ligne, et je pense qu'elle est bienvenue parce qu'elle correspond à un courant principal européen, qui est un des deux grands courants politiques, et il faut assumer ces différences politiques au sein de l'Europe. Est-ce que c'est, sur le plan politique, de politique intérieure française, est-ce que c'est une ouverture vers les centristes? Est-ce que c'est une recomposition du paysage politique à court terme? C'est-à-dire que pour recomposer, il faut être deux déjà. J'ai l'impression quand même que les centristes vont du côté de l'UMP. C'est d'ailleurs... notre système politique fait que c'est très difficile. Le centre, à un moment donné, doit choisir. J'observe que le centre en France a toujours choisi, lorsqu'on arrivait au moment des élections majeures, présidentielles, législatives... Sauf Bayrou qui avait appelé à voter, qui avait dit qu'il votait Hollande. Alors voilà, oui, mais simplement, il semble avoir changé d'avis, là, maintenant. Il semble, oui. Donc, voilà, alors, pourquoi pas? François Mitterrand avait ouvert ces gouvernements au centrisme, mais encore faut-il que ce courant politique avec lequel on peut avoir des affinités se reconnaisse dans le projet politique et le programme du président de la République. Pour l'instant, j'ai rien entendu de tel.
Vous avez été, je le rappelais, en charge de l'emploi lorsque l'on est ministre de l'emploi et que l'on voit de mois en mois, alors que des promesses ont été faites d'inversion de la courbe du chômage, voir que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on dit, comme François Mitterrand, on a tout essayé? Ou est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une chance de résorber ce chômage de masse en France? Moi, je ne dirais pas que ça ne marche pas. Je pense qu'il y a eu un sérieux ralentissement dans la courbe du chômage, puisque le rythme d'augmentation qui était... grâce notamment aux emplois aidés, enfin, on l'a rappelé. Oui, alors donc là, c'est vrai que c'est sans doute, puisque nous avons une croissance étale, c'est vrai que les emplois aidés ont aidé. Et tant mieux. Je veux dire, moi, je ne comprends pas qu'on dise « mais c'est rien ». C'est pas rien. En Seine-Saint-Denis, je peux vous assurer que quand dans la ville Aubervilliers, il y a 85 emplois aidés qui sont créés pour des jeunes qui n'avaient aucun diplôme, qui n'avaient jamais rien fait, ils sont très contents. Et quand il y en a 50 dans la ville de Pantin, idem. Donc ça met le pied à l'étrier à des jeunes. Alors évidemment, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut que le relais soit pris par la croissance pour qu'il y ait des créations d'emplois qui ne soient pas des emplois aidés. Et ça, le pacte de compétitivité, j'espère en tout cas, va aider. Mais vous voyez bien que même si avec ce pacte de compétitivité, on restaure les marges des entreprises, ce qui est indispensable en France, qu'elles sont tombées très très bas pour pouvoir faire repartir l'investissement, qui avec la consommation est le support de la demande interne. Vous voyez bien que quand même, il faut qu'il y ait de la demande, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la croissance. Donc l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de retrouver la croissance en Europe. Au niveau mondial, ça a l'air d'aller mieux, d'après les experts qui étaient réunis à Davos, mais en Europe, il faut des initiatives pour la soutenir. Est-ce que vous pensez que les entreprises vont jouer le jeu? Finalement, elles vont obtenir des allègements fiscaux d'un côté, et de l'autre côté, quoi en échange? Parce qu'au début, on parlait d'objectifs, maintenant on ne parle plus d'objectifs chiffrés, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va leur être imposé finalement, et qu'est-ce qui peut leur être imposé en matière d'emploi. Je pense que le dialogue social, c'est un compromis social que propose le président, le dialogue social qui va être organisé par le Premier ministre, doit exactement fixer les objectifs et les contreparties, comme on dit, à cet allègement supplémentaire des charges des entreprises. Pourquoi on n'a pas commencé par là? Pourquoi c'est maintenant, plus d'un an après on manquait d'idées, on n'avait pas l'idée de ce projet de donnant-donnant avec les entreprises? Le pacte de compétitivité, le rapport Gallois, c'était déjà ça. L'allègement des 20 milliards qui a été... Donc voilà, maintenant on passe, c'est beaucoup plus... D'abord c'est plus important. Ensuite, le président a dit ce qu'il attendait des entreprises. J'espère que ça va marcher. On ne peut pas être sûr à l'avance. Ça dépend des partenaires sociaux. Vous voyez que derrière ce qui est entrepris là, il y a quelque chose de très important. C'est là aussi... faire en France, réussir en France ce qu'on réussit ailleurs en Europe, c'est-à-dire avoir un dialogue suffisamment constructif entre le patronat et les syndicats pour que l'on, bien sûr, pour qu'on puisse avancer ensemble. Dans les pays du syndicalisme en France n'est pas celle de l'Allemagne. Non, mais bien sûr, il y a des évolutions qui sont possibles et j'observe que j'espère qu'un jour nous aurons, à travers des initiatives qui sont prises, par exemple la présence des syndicats dans les conseils d'administration des entreprises, que vous voyez, ce sera une évolution qui permettra d'avoir un syndicalisme beaucoup plus constructif que nous ne l'avons actuellement. Peut-être, avant de parler de tous les sujets internationaux qui nous attendent, encore un mot sur la biopolitique française. Vous avez peut-être vu ce matin dans la presse du dimanche en France, une sorte de, non pas de photographie, mais un sondage qui place en vue des européennes le Front National, l'extrême droite, comme première formation politique. Comment est-ce que vous réagissez, vous qui voyagez beaucoup, que vous êtes soucieuse de l'image de la France au plan international? Qu'est-ce que cette confirmation vous fait? Comment le ressentez-vous? Ça me désole, évidemment. En même temps, ce n'est pas la première fois. Nous savons que, malheureusement, les élections européennes sont des élections défouloirs, où toutes les oppositions s'expriment, que, par ailleurs, il y a partout en Europe, et ce n'est pas spécifique à la France, un repli vers des partis qui sont xénophobes. Voilà. Nous sommes dans une période de crise, il y a des tendances au repli sur soi, au refus de l'autre, et donc ça, c'est pas parce que Madame Le Pen a substitué les réflexes anti-islam ou anti-musulmans aux réflexes anti-juifs que ça change quoi que ce soit. Donc je
le voit en Angleterre avec des mouvements comme l'UKIP, ça se voit en Hongrie, ça se voit en Espagne. En Grèce, il y a un parti nazi. Bon. Donc voilà, alors nous avons tous à lutter contre ça. J'espère que si les partis politiques européens font comme le Parti socialiste européen et social-démocrate, désignent leurs candidats aux élections européennes, de sorte que nous ayons pour ces élections européennes un choix clair entre deux grands courants politiques, ou trois d'ailleurs, avec les libéraux, incarnés par des personnes, et qu'on ait des choix, qu'on ne dise pas l'Europe c'est une espèce de grand tout dans lequel tout est indistinct. Et à ce moment-là, on vote pour un programme et pour une personne qui va l'incarner, qui deviendrait président de la Commission européenne. Là, à mon avis, on intéressera davantage les Françaises et les Français, et d'ailleurs tous les électeurs européens. Il y aura un vrai choix à faire. Deuxièmement, on rehaussera quand même la Commission européenne qui en a bien besoin. Qui aura une légitimité démocratique renforcée. Voilà, moi j'espère. Alors moi je vote pour Martin Schulz, qui est actuel président du Parlement européen. On a l'impression que les partis traditionnels en France, notamment, portent une responsabilité tout de même dans la montée du Front National, dans le résultat de ce sondage, la perspective des élections. Ce que je veux dire, c'est que le Parti socialiste ou l'UMP ne place pas des personnalités de premier plan pour conduire les listes aux européennes. On a l'impression que pour eux, c'est une élection de second choix. Et ça participe aussi... débattu du suffrage universel, d'ailleurs. Et ça participe aussi à la dégradation de l'image de l'Europe. Donc, bien sûr, faudrait que faire. Ça a été vrai la dernière fois. J'espère que ça va changer. Ouais. Et d'ailleurs, tout le monde le souhaite en Europe, qu'on mette les bonnes personnes aux bons endroits pour pouvoir faire repartir, parce que, vous savez, nous subissons tous quand même l'affaiblissement des institutions européennes. Toutes les institutions, quand la Commission est faible, il manque quelque chose. Je dis pas, la Commission n'est pas là pour décider à la place des États membres, c'est pas vrai. Et la deuxième chose à faire, donc les bonnes personnes aux bons endroits, la deuxième chose à faire, c'est d'arrêter de jouer avec l'Europe comme dans un punching ball, de faire de l'Europe le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas. Ça fait des décennies que ça dure. Alors voyez bien le paradoxe. Mais il n'y a pas d'idées porteuses, il n'y a pas de grandes idées. Eh bien justement, il faut revivifier le projet européen. Et moi je vais vous dire, d'ailleurs... Comment et avec qui alors ? Bon, je publierai un livre début avril. Là-dessus, je crois en effet qu'après l'immense aventure historique du XXe siècle qui a réussi la paix, la prospérité, la démocratie, aujourd'hui, et qui a répondu aux peurs de l'époque. Aujourd'hui, les peurs de l'époque, c'est quoi ? C'est la peur du déclin pour l'Europe, et déclin économique, c'est la peur de la perte de son modèle de développement, et c'est la peur du déclassement stratégique. Donc nous avons, nous, Européens, après avoir résolu ce qui est en bonne voie, la crise de la zone euro, nous avons à nous projeter dans le monde global et à dire, voilà, nous l'Europe, nous pouvons influencer dans le monde, d'abord parce que nous en avons besoin pour nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons faire et dire au reste du monde. Comment est-ce que nous pouvons maintenir, sauver, tout en le réformant, notre modèle de développement. Et je pense que là, nous avons des problèmes de sécurité, qui nous viennent, que nous devons traiter. Nous avons des problèmes de maîtrise des mouvements de population. Nous avons quelque chose d'absolument formidable avec ce qui est en train de se passer au sud de la Méditerranée, franchement, et même en Ukraine. Les produits dérivés de 1789 et des valeurs européennes, ça s'exporte bien. Et je pense que nous devrions, il y a un besoin d'Europe qui s'exprime là, et je pense que ça peut être pour l'Europe l'occasion d'une renaissance. Il y a une expression un peu souvent, mais on voit en Ukraine que la réponse européenne est en total décalage. Il y a une absence de prise de position claire, de la part de la France aussi également, vis-à-vis des populations de cette partie des Ukrainiens qui ont une aspiration vers l'Europe. Il y a une absence de condamnation des actes de violence des services de sécurité du président ukrainien. Il y a une absence totale de l'Europe et de la France sur ce terrain-là. D'abord, il y a eu une condamnation des violences. Tardive.
Non, depuis le début, et en particulier lorsqu'il y a eu des morts. Ensuite, ça pose un problème beaucoup plus général. Nous n'avons pas de politique extérieure européenne vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Est, et je pense que ça mérite aussi une clarification importante. Alors, je vous promets que nous allons faire cette clarification, parler d'international immédiatement après ce point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Retour à International, vous êtes sur les antennes de RFI de TV5 Monde, en partenariat avec le quotidien Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Elisabeth Guigou, nous parlions de l'international. Vous êtes présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Nous parlions de l'Ukraine, Sophie Malibaud. Oui, que pensez-vous des concessions faites tout dernièrement par le pouvoir ukrainien, nomination des principaux opposants en tant que Premier ministre, vice-premier ministre, ces propositions-là, l'opposition n'a pas l'air de les entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles viennent trop tard? Oui, sans doute. Enfin, rien n'est définitif. Ce qui serait bien, quand même, c'est aussi qu'il y a des gens qui ont été mis en prison parce qu'ils avaient manifesté. Il y a ces lois hyper répressives, 15 ans de prison pour manifester. Bon, ça, ce serait bien quand même de les abolir. Le président Yanukovych a l'air de vouloir faire des gestes en proposant le poste de Premier ministre au responsable du principal parti. C'est un geste. Est-ce que les manifestants l'accepteront? Personne n'en sait rien. Parce que, évidemment, plus ça dure, plus le mouvement se radicalise et se durcit et devient cède lui-même quelquefois à la tentation de la violence. Donc c'est évidemment une situation. Alors, ce que j'espère, c'est qu'au point où nous en sommes, d'abord, il faut que nous, Européens, nous montrions à ce peuple ukrainien qui regarde vers nous, pas pour il n'y a que la moitié de l'Ukraine qui regarde vers l'Europe. L'autre regarde vers la Russie, non? Enfin, en tout cas, non, justement, qui regarde vers l'Europe, pourquoi? Pas pour l'économie, parce que mais pour les valeurs, pour la liberté, Donc là, nous devons dire oui, nous entendons ça et nous allons vous aider à faire ça. Mais comment les aider? C'est pas en engageant une confrontation avec la Russie. Et ça, l'Europe a sa part de responsabilité dans ce qui arrive, parce que quand on a, avec beaucoup de légèreté, il y a quelques années, promis tout de suite, lorsqu'il y avait la révolution orange, dit que l'Ukraine devait rentrer dans l'Union européenne et même dans l'OTAN, vous imaginez un petit peu les réactions des Russes, quels qu'ils soient. L'Ukraine a sa place dans l'Union européenne pour vous? Oui, pourquoi l'Ukraine n'y serait pas? Moi, je pense qu'il faut proposer à l'Ukraine, ça a d'ailleurs été fait à travers l'accord d'association, je pense qu'il faut proposer une forme de relation privilégiée, mais je ne pense pas, non, sauf si vraiment ça a résulté d'un accord avec la Russie, que l'Ukraine est à entrer dans l'Union européenne. Je pense que c'est une erreur de concevoir les choses comme ça. Mais si on s'est comporté comme ça vis-à-vis des Russes, c'est qu'il y avait aussi un chantage au prix du gaz, il y avait aussi des conditions économiques bien sûr, imposées. mais tout ça est inacceptable. Tout ça est inacceptable. Mais c'est raison de plus pour dire que nous ne devons pas faire, nous, Européens, de l'Ukraine, peut-être demain de la Biélorussie, s'ils deviennent démocratiques, de la Moldavie. Nous ne devons pas faire de ces anciennes républiques de l'Union soviétique un terrain de confrontation entre l'Union européenne et la Russie. Et donc il faut un dialogue. Ça fait depuis 2007 le dialogue du partenariat stratégique entre l'Union et la Russie est rompu. Eh bien, c'est pas normal. Et je pense que nous devrions, quelles que soient les critiques, et elles sont sévères, que l'on doit faire au régime actuel en Russie, à la façon qu'a M. Poutine de se comporter, je pense que nous devrions offrir ce partenariat stratégique avec la Russie. Il ne peut y avoir, sauf à avoir ce genre de drame, nous devons trouver un terrain d'entente. Alors en étant à la fois accueillant et ouvert vis-à-vis des Ukrainiens, on peut très bien trouver des systèmes intermédiaires. Au point où on en est, qui peut faire la médiation? Alors, je pense que beaucoup de gens. D'abord, vous avez des députés européens, Pat Cox, qui est irlandais. Ben oui, mais... Non, mais attendez, il s'y connaît en médiation, parce qu'il a quand même joué un rôle majeur dans la paix en Irlande. Vous avez des députés européens qui s'y mettent. Vous avez les dirigeants européens. Monsieur Poutine va venir
pour le sommet Europe-Russie mardi. Ça m'étonnerait que ça donne des choses absolument spectaculaires, mais c'est un dialogue qui reprend. Oui, mais c'est un dialogue qui, là, pour le coup, commence mal aussi, puisque le programme a été réduit. On s'aperçoit bien que les relations entre Bruxelles et Moscou ne sont pas oui, mais vous voyez bien que ce n'est pas une commission en fin de course et un président du Conseil européen au bout de son mandat qui peut faire ça. Ce que je suis en train de vous dire, le nouveau partenariat stratégique avec la Russie, ça devrait être une des priorités de la future commission qui va être installée à partir de l'automne prochain. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avant de négocier ou de discuter avec l'Ukraine sur un partenariat oriental qui se traduit par un échec, c'est aller dans le mur, il faut d'abord régler la situation avec Moscou. En gros, demander l'autorisation à Moscou d'établir des relations avec l'Ukraine, avec la Moldavie, la Géorgie et tous les autres. Je ne souscris pas à votre façon de présenter les choses. Je dis simplement que l'offre d'accord d'association est toujours sur la table. Oui, mais il a été refusé. Non, mais peut-être. Enfin, M. Yanukovych a dit lui-même que rien n'était absolument fermé. Donc, pour que ça ne soit pas, pour que ça n'aboutisse pas à ce que nous voyons, il est important d'expliquer et d'associer les Russes. Un accord d'association n'est pas une promesse d'adhésion. Peut-être qu'un jour ça se produira, mais pas dans l'état actuel des choses. Il peut y avoir à la fois accord douanier avec les Russes et accord d'association avec... C'est là qu'il faut faire comprendre à M. Poutine aussi que on ne peut pas non plus accepter qu'il place l'Ukraine devant un tout ou rien. Et donc, c'est la raison pour laquelle, une raison supplémentaire d'ouvrir une discussion avec les Russes, d'ailleurs sur un plan global. Je vais vous dire, c'est sûr que quand l'Europe se présente en ordre dispersé, d'ailleurs très humiliant, pour signer ces accords gaziers ou pétroliers avec la Russie, ce n'est pas la meilleure façon, évidemment, d'engager un dialogue, y compris sur l'Ukraine. Donc je pense que nous avons besoin d'une politique européenne vis-à-vis de la Russie qui prenne en compte l'ensemble des sujets. Je pense que M. Poutine y a intérêt, parce que, d'abord, la Russie, dans son économie, dans son budget, est extrêmement dépendante de ses recettes de gaz et de pétrole, et que quand le prix du gaz et du pétrole baisse, c'est très très problématique. Donc je pense que s'il y avait non pas des relations uniquement bilatérales entre chaque pays membre de l'Union européenne et la Russie, mais un dialogue commun, voilà. Mais là, on touche à l'absence de politique étrangère. Mais précisément, vous l'évoquez vous-même, votre foi européenne, le fait qu'il y ait cette absence de voix européenne, que la ministre des Affaires étrangères soit aussi inaudible au plan international, c'est ça la fragilité de l'Europe? D'abord, moi, je ne jette pas la pierre à Catherine Ashton. Je pense qu'elle fait ce qu'elle peut. Elle a commencé dans des conditions extrêmement difficiles. Personne ne lui a facilité la tâche. Et elle a, avec le Kosovo et sur la Syrie, les armes... bon. Donc, je pense qu'elle a... c'est beaucoup moins une question de personne qu'une question de division entre Européens. Et alors, ça ne se réparera pas du jour au lendemain. Mais je pense que, malgré tout, c'est quelque chose qu'il faut vouloir. C'est très difficile, très difficile. Vis-à-vis des Russes, par exemple, sur la Syrie, justement, désaccord total, ça n'avance pas, c'est vraiment l'impasse, au point qu'à la veille de l'ouverture de nouvelles négociations, les Européens ont fait reculer sur la participation de l'Iran. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir été contre la position des Russes sur la participation des Iraniens à cette rencontre ? Moi, les conditions pour la participation de l'Iran, elles étaient claires. Il fallait que l'Iran accepte les conclusions de Genève 1, c'est-à-dire que les discussions ont pour but d'aboutir à un gouvernement de transition doté de l'ensemble des pouvoirs exécutifs. C'est d'ailleurs là-dessus que les choses achoppent. À partir du moment où les Iraniens ont laissé entendre, semble-t-il, à M. Ban Ki-moon, mais oralement, qui pouvaient le faire, mais non pas confirmer ensuite, c'était très difficile de les avoir autour de la table des négociations. Moi, j'aurais préféré qu'ils soient là. Mais les conditions étaient parfaitement claires. Alors, il n'empêche que ce sont des négociations qui vont durer
faut pas avoir l'illusion que ça va se résoudre en quelques jours. Vous pensez bien, des gens qui se sont les représentants du pouvoir, qui ont massacré, y compris avec des armes chimiques, enfin massacré tout court d'ailleurs, parce que bon, qu'on meurt avec des armes chimiques ou autres, c'est la même chose hein, pour les victimes. Et d'un autre côté, une opposition qui se bat et qui au début se battait sans armes d'ailleurs. Hein. Donc c'est très difficile. Par ailleurs, ce genre de négociations, souvenez-vous des négociations pour la paix au Vietnam, je ne vais pas comparer, enfin, ça dure toujours très longtemps. Donc on peut imaginer qu'après un moment, il y ait des façons subtiles, les diplomates savent faire ça, d'associer l'Iran et les autres pays de la région à un moment donné. Mais d'abord, il faut qu'une forme de dialogue se réinstaure entre les parties syriennes en présence. Il semble qu'après les 2 premières journées de discussion, il n'y ait pas de rupture, ben c'est déjà quelque chose. Les représentants syriens de l'opposition ne représentent pas l'intégralité de la rébellion, ce n'est qu'une partie de cette opposition armée. Donc est-ce que ce dialogue, est-ce qu'on peut attendre beaucoup de choses de ce dialogue? Ça semble tout de même un peu limité. En tout cas, c'est mieux que rien, mais... Oui, en tout cas, l'opposition qui est là, c'est l'opposition démocrate. Et l'opposition qui n'est pas là, ce sont les djihadistes. Bon. Oui, mais on ne peut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Non, mais bien sûr qu'ils existent, mais personne n'a envie qu'ils prennent plus d'importance qu'ils n'en ont déjà, et c'est déjà beaucoup trop. Donc la seule façon d'avoir en Syrie une solution autre que le dilemme affreux du régime actuel avec ou des djihadistes, c'est effectivement d'avoir ce gouvernement de transition qui prendrait des éléments du régime actuel, mais qui sont ouverts à des évolutions, et d'autre part cette opposition démocrate que nous avons eu beaucoup de mal à convaincre à venir autour de la table, parce qu'évidemment, elle n'avait pas envie de parler... Mais les discussions se passent donc plutôt au niveau des grands acteurs entre les États-Unis et les Russes, et les Européens dans tout ça. C'est vrai que les États-Unis et les Russes jouent un rôle très très important. Ceci dit, Laurent Fabius a fait entendre sa voix, et d'ailleurs celle de l'Europe, et qu'il a été suivi sur l'Iran en tout cas, hein, sur les négociations iraniennes, mais pas on est sur autre chose. Voilà. Donc je pense que même si la Russie et les États-Unis jouent un rôle majeur, l'Union européenne est là. Et je pense qu'elle joue un rôle. Elisabeth Guigou, il y a 3 ans, c'était en Égypte, il y a eu le renversement de Moubarak dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler peut-être le printemps arabe. Il y a eu une 50aine de morts au cours des derniers jours. Quel bilan faites-vous? Est-il trop tôt pour faire un bilan? On présente par exemple la Tunisie comme l'un des exemples démocratiques qui est en train d'avancer. Vous feriez ce même constat en disant on a des déceptions quand on regarde disons des pays occidentaux, mais il y a quand même quelques éléments d'espoir? Écoutez, la Tunisie, c'est formidable. Très franchement, c'est le pays qui a commencé les révolutions arabes. Voilà maintenant 3 ans, oui, que c'est un pays dans lequel la société civile s'est mobilisée chaque fois qu'il y avait des menaces de retour en arrière, spécialement sur les femmes, sur la place de la religion. Donc c'est extraordinaire de voir ça. Et ils l'ont fait tout seuls, hein, parce qu'on ne peut pas dire que nous leur ayons apporté une aide décisive. Avec évidemment un élément qui a joué un rôle fondamental, c'est l'Union des travailleurs tunisiens, qui depuis toujours joue un rôle important dans la société. C'est un acteur politique, économique, syndical très important. Économique, etc. Mais pas seulement. Les associations, les femmes se sont mobilisées chaque fois avec énormément de courage. Bien pour la Tunisie, mais pour... On peut reproduire ce modèle? Il y a aussi une mobilisation en Égypte. Chaque pays est un cas évidemment différent. Et la Tunisie bénéficie sans doute de toutes les réformes qu'avait fait Bourguiba, qui sont un acquis d'un haut niveau d'éducation, etc. Donc, ça, mais quand vous voyez l'Égypte, vous dites par exemple, on est déçu, c'est l'armée qui reprend le pouvoir comme autrefois? Ça montre la Tunisie que, oui, il y a une compatibilité entre l'islam et la démocratie. La Narda fait le choix, que n'ont pas fait les frères musulmans en Égypte, de dire, OK, on joue le jeu de la démocratie, peut-être d'ailleurs reviendront-ils. Alors en Égypte...
Bon, moi, on voit déjà Gérald Sissi au pouvoir. En Tunisie, vous n'avez pas l'armée en surplomb comme ça, alors, en Égypte, c'est vrai que c'est dommage. On ne peut pas s'empêcher de penser que peut-être s'il n'y avait pas eu cette reprise en main du pouvoir par les militaires, 6 mois après, ça se serait fait d'une autre façon. Il y a d'autres voisins. Il y aurait Il y a des voisins mais plus en même temps, il y avait, quand il y a eu, 30 millions d'Égyptiens dans la rue, c'est-à-dire qu'il y avait une aspiration populaire et que Monsieur Morsi a joué avec le feu. Il avait tenté de s'emparer de tous les pouvoirs. Donc c'était une confrontation. Alors maintenant, espérons que, effectivement, là, il y a des violences qui sont extrêmement inquiétantes. J'espère que les voies du dialogue seront retrouvées. C'est un grand pays qui mérite vraiment autre chose. Est-ce qu'il est aujourd'hui le jeu des puissances extérieures, Arabie Saoudite, Qatar, qui misent sur des chevaux différents? États-Unis. Je ne sais pas ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une rivalité entre mais c'est quand même un grand pays avec des institutions, voilà. Je crois surtout que il faut que l'Égypte arrive à sortir ce pays de la pauvreté. Moi, je suis frappée de voir à quel point, quand même, le soubassement de toutes ces révolutions, c'est l'absence de développement économique et social. Ça a commencé comme ça. En Tunisie, c'est la pauvreté du peuple égyptien malgré l'importance de l'aide internationale qui s'est déversée sur ce pays. Et la corruption, bien entendu. Voilà. Alors ça, c'est le grand défi, à mon avis. Ne nous polarisons pas uniquement sur les systèmes institutionnels. Les peuples, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir du travail, d'être éduqués, d'avoir la santé, des systèmes de santé, et que leurs enfants puissent vivre librement. On retombe quand même sur cette question institutionnelle, puisqu'on sait très bien que l'armée contrôle les secteurs économiques les plus porteurs, donc tout se mélange en Égypte. Et oui. Et là, sans doute, est-ce que les grandes puissances devraient faire comprendre qu'on ne peut pas indéfiniment compter sur des systèmes économiques qui captent l'essentiel de la richesse. Sur les antennes de TV5 et celles de RFI, bien sûr, une attention marquée pour ce qui se passe actuellement en Afrique, où la France est intervenue, au Mali, où la situation semble être moins préoccupante, alors qu'il y avait un risque de partition du pays, ou en République centrafricaine, avec cette élection de Catherine Samba-Panza. Est-ce que vous pensez que la France a le risque de l'isolement en Afrique? Les Européens n'y sont pas, là non plus? Non. Enfin, en tout cas, beaucoup moins maintenant qu'il y a quelques mois. C'est-à-dire, la France est intervenue à la demande, déjà, au Mali et en Centrafrique. Dans les deux cas, c'est avec des résolutions des Nations Unies. C'est vrai. Et dans les deux cas, c'est vrai au Mali avec les UTM, environ 500 militaires européens qui forment l'armée malienne. Je les ai vus sur place, ils travaillent de façon extraordinaire. Et ça va être le cas en Centrafrique, puisque vous avez vu qu'au dernier Conseil Affaires étrangères, l'Union s'est déclarée prête à envoyer environ 500 personnes en attendant de voir la concrétisation. Et c'est l'Union européenne qui a initié la conférence de 40 pays donateurs pour la Centrafrique. Donc on ne peut pas dire que l'Europe soit absente. Ce qui est vrai, c'est que les Européens nous disent, au fond, c'est vous qui connaissez le mieux ce continent africain, vous êtes une ancienne... Plan historique, etc. Colonisation, donc vous etc. avez une responsabilité particulière. Et c'est vrai. Et je pense que nous devons, sur la base de ce qui est en train de se faire, notamment en Centrafrique, où là, il n'y avait pas le caractère d'urgence à quelques heures près du Mali, je pense que l'on doit, dorénavant, anticiper davantage. Car quand les Européens sont prévenus, quand on travaille avec eux davantage en amont, ça a été fait, mais j'espère que ça sera fait encore davantage, pour qu'ils soient à nos côtés, peut-être pas tout de suite, mais beaucoup plus vite que ça n'est le cas aujourd'hui. Donc ça aussi, ça se construit. Ça veut dire que dans il faut mettre des moyens. Des moyens, non. Et pour une Europe en crise, c'est le moment de mettre des moyens dans la défense, dans une force capable d'intervenir. De toute façon, des moyens, on en met, puisqu'on a tous des budgets nationaux, et que ces budgets nationaux sont contraints. Donc, ou bien on mutualise, comme on dit, les capacités militaires, ou bien alors on sera beaucoup moins efficace. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que si on se met d'accord sur les principales menaces
et ça sera fait par la prochaine Commission. Ça a déjà été décidé par le Conseil européen sur la défense. Une analyse européenne des principales menaces. On n'a pas mis à jour un document qui était formidable de 2003 sur le sujet. Et qu'on dit travaillons ensemble en amont. Essayons de nous mettre d'accord sur le type d'intervention que nous pouvons faire. On a des outils, hein, les battle groups, là, les groupes tactiques, comme on dit en français, c'est moins parlant. Bon. Donc, des outils qui ne servent pas pour l'instant. Ils n'ont pas pu être utilisés. Voyons, peut-être qu'il faut réformer les conditions dans lesquelles on les utilise. Ce sujet a été posé par François Hollande des derniers Conseils européens de la défense. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire comprendre aux Européens que lorsque nous intervenons là-bas, à la demande des Africains, c'est aussi la sécurité de l'Europe que nous protégeons. Parce que si on laisse des pays comme le Mali et la Centrafrique être livrés au chaos, eh bien ce seront les djihadistes et de Boko Haram et autres Al-Qaïda qui viendront, AQMI, qui viendront sur place. J'ajoute qu'il y a une opportunité absolument formidable. L'Afrique est le continent de l'avenir. Tout le monde le dit. À partir du moment où ces temps et oui. Non, mais à partir du moment où ces foyers de crise sont, oui, ça fait 30 ans qu'on le dit, sauf que les précurseurs qui le disaient il y a 30 ans commencent à avoir raison maintenant, parce que vous avez un taux de croissance qui est phénoménal. Vous avez maintenant, c'est un continent qui émerge avec une classe moyenne, qui a des réussites industrielles, qui a évidemment beaucoup. Et donc nous devons être présents. Et d'ailleurs, faire en sorte qu'avec les pays du Maghreb, ça commence à se faire, eh bien nous puissions aller davantage et nous intéresser davantage à l'Afrique. Moi, je crois qu'il y a là une verticale entre de possibilités de développement entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique, et que nous serions bien bêtes de refuser d'y prendre part, parce qu'il y a de la croissance à aller chercher. Les Chinois l'ont compris d'ailleurs. Évidemment, dans un partenariat évidemment équilibré qui n'a rien à voir avec l'ancienne France-Afrique et avec la captation des richesses, un partenariat comme celui qui a été consacré lors des voyages du président de la République en Algérie, au Maroc et en Tunisie, la coproduction, la colocalisation, ça je crois que ce sont les voies de l'avenir. Et nous en France qui recherchons, et en Europe qui recherchons les foyers de croissance, je crois qu'il y a des complémentarités suffisantes pour que nous puissions le faire davantage avec l'Afrique du Nord. Un mot peut-être, vous venez d'évoquer l'Algérie. Et avec l'Afrique subsaharienne. D'évoquer l'Algérie, il y a une présence historique évidemment de la France. La perspective d'une réélection du président Moubarak, du président, Bouteflika, comment vous réagissez ? Je ne sais pas, c'est aux Algériens de décider. Ouais. C'est vraiment aux Algériens de décider. Moi, je ne pense pas que nous ayons à nous ingérer dans les affaires intérieures d'un pays, surtout l'Algérie, parce que nous avons une histoire difficile et douloureuse, terrible. Que ça va beaucoup mieux. Moi, j'ai pu constater dans les 2 voyages que j'ai faits ces derniers temps là-bas qu'en Algérie, le peuple algérien regarde toujours vers la France, que l'envie, mais bien sûr, et que le fait que les Algériens aient décidé là aussi de diversifier leur économie, de sortir de l'économie de rente, de faire en sorte qu'on commence à enseigner plus largement le français, etc. Tout ça sont des opportunités qu'il faut saisir, mais la susceptibilité est toujours là. Donc il faut faire très très attention. Bon, et c'est aux Algériens de dire qu'ils veulent. Oui, mais enfin, il y a des constats généraux que l'on peut tirer sur les fins de règne qui, en général, ne sont jamais bonnes pour la stabilité des pays. Or là, on est clairement dans une fin de règne qui pourrait se prolonger encore avec un nouveau mandat. Ça fait beaucoup de facteurs d'incertitude. Je pense que c'est le président Bouteflika a des problèmes de santé. C'est à lui de savoir s'il peut assumer. On a connu ça en France. Et c'est aux Algériens, au final, de choisir. Enfin, c'est une clique, c'est un camp, c'est un clan. Ce ne sont pas les Algériens qui vont décider. Je ne sais pas si on peut être aussi catégorique. C'est vrai qu'on pourrait espérer plus de transparence. Mais bon, n'oubliez pas que l'Algérie a traversé 10 ans d'une guerre civile épouvantable. Et que le pays en reste encore très marqué et qu'ils ont voté, ils votent. Dernière question, Sophie Malibaud. Ce lundi, François Hollande sera en Turquie pour une visite d'État. C'est un pays qui est également secoué par des contradictions internes. Le Premier ministre Erdogan est en train de reprendre en main tout l'appareil judiciaire, avec des purges dans la police, etc. Vous qui êtes ancienne ministre de la Justice, que pensez-vous de l'évolution de la situation dans ce pays ? Je pense moi je suis favorable
à la poursuite des négociations et à la perspective de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ça fait plus de 40 ans qu'on leur promet. Je pense depuis le début que le vrai problème de cette adhésion, ce ne sera pas l'économie, regardez comme il se développe, ce sera justement l'état de la société. Donc c'est là-dessus que l'Union européenne doit continuer à être très exigeante et que d'ailleurs il y a le plus grand débat en Turquie avec une société civile qui elle aussi est extrêmement vivace, à commencer par les représentants des avocats et des associations. Merci Isabelle Guigou d'avoir été l'invitée d'International aujourd'hui pour ce regard sur l'actualité internationale et sur le système politique français. Merci d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons ici même sur les antennes de RFI, de TV5 Monde et toujours en liaison avec le quotidien Le Monde la semaine prochaine pour une autre émission internationale que nous réaliserons en Belgique.